Bon, j'ai défoncé Pompoko et les gens vont penser que je suis un anti-mignonnerie maintenant. Il faut vite que je prouve que j'aime bien les pluches. Donc, c'est quoi la mascotte de Ghibli déjà ? Mon voisin Totoro, 1988, signé Miyazaki et deuxième film estampillé de la marque du studio, et accessoirement sûrement le plus connu avec Princesse Mononoke. Bon, on va voir ce que ça donne. Oui, pardon, c'est putain de génial. Bon, j'ai jamais prétendu être objectif sur cette chaîne, qu'on soit clair. Et d'ailleurs, je le prétendrai jamais, du moins j'essayerai le moins possible. Mais là, on tombe véritablement dans les bas-fonds de ma subjectivité la plus totale et la plus absolue. Je suis amoureux de cette animation. Non, vous avez pas compris. Ah oui, au passage, c'est un DVD de South Park, hein. Rien à voir avec Totoro, mais il l'avait plus en stock. Je n'aime pas cette animation, je n'adore pas cette animation, et je n'en suis même pas fan. Ça va au-delà de mon opinion et de mes goûts. Ce que je vous explique, c'est qu'elle est l'incarnation de la perfection visuelle pour moi, et que mon sens de la vision me hurle « tu l'aimes ». Point. Je sais pas, j'ai l'impression que le nombre de FPS ou que les keyframes décrivent des mouvements qui me semblent parfaits, que les expressions faciales peu détaillées qui vont parfois dans le cartoonesque me transmettent dans le détail absolument tout ce que le film veut me dire sur les personnages. Et même que chaque goutte qui tombe au sol crée un ensemble palpable dans le décor. Même ces fameuses bouches qui s'ouvrent soit trop, soit pas assez, soit trop longtemps me plaisent sans que je sache dire pourquoi. C'est assez compliqué à expliquer en fait. Un peu comme si je vous faisais goûter un plat qui moi me met la larme à l'œil tellement mon palais est satisfait à son contact, mais que peu importe votre avis dessus, que vous le trouviez dégueulasse ou excellent, vous arriviez pas à comprendre qu'il me mette dans un tel état. Mais ce qui me rassure un peu, c'est que c'est pas un cas isolé, je ressens ça systématiquement et exclusivement pile dans cette période du cinéma de Miyazaki, soit de milieu à fin années 80. Une période que j'illustre par cette trilogie soigneusement appelée par moi et moi seul la trilogie du délice, parce que pour être clair, je ne regarde pas ces films, je les dévore des yeux. Encore une fois, je sais pas, c'est peut-être la rondeur du trait, la palette de couleurs, les effets même à la con qui sont utilisés de temps en temps, mais ils me procurent toujours un sentiment d'euphorie lors du visionnage. Alors évidemment, c'est d'autant plus flou comme point de vue que les films du maître sortis avant et après sont techniquement tout aussi magnifiques, voire parfois plus inventifs sur leur animation. Et surtout, je sais que sans une explication plus claire que je ne suis pas en mesure de fournir, je passe pour un dingue qui s'extasie devant ces simples fantasmes irrationnels. Mais reste que ces trois films sont pour moi une trinité technique parfaite, mon idéal d'animation que mes frissons me dictent comme un plaisir absolu. Une perfection que je ressens dans chaque coup de crayon et qui me donne carrément envie de les voir au ralenti pour en apprécier toute la saveur. Je vous rassure, je le fais pas vraiment, hein. Bon, et ceci étant dit, en fait la vidéo a presque plus aucun intérêt. Parce que déjà, il s'agit d'un des films les plus cultes du studio, voire du cinéma tout entier. C'est pas pour rien qu'ils ont foutu Totoro comme leur mascotte. À ce stade, c'est l'équivalent de critiquer Mickey. Et à part vous dire que la musique est somptueuse, voire l'une des meilleures compos des films du studio, même si la chanson d'intro me fait toujours moins d'effet que celle de Kiki, et que je dois courir m'acheter le Blu-ray du film pour pouvoir rebaver devant autant que je veux, le film est plutôt calme en fait. L'histoire est inconséquente. Je veux dire, non seulement dès les premières minutes on clarifie que la situation familiale et tous les personnages vont très bien, les deux sœurs sont joueuses mais ont de la volonté quand il faut, même Mei qui est très peu chiante, et aucune ne semble particulièrement perturbée par quoi que ce soit. La mère, elle est à l'hôpital mais tout le long on dit que ça va vite aller mieux, et le père c'est David Goodenough. Non, sérieux. Papa, j'ai peur que le vent souffle trop fort et que la maison s'écroule. Ça peut arriver. Non, sérieux, il prend toujours ses filles au sérieux quand elles lui racontent leurs histoires, les rares difficultés qu'il rencontre sont anecdotiques pour lui, et il a pas l'air de spécialement galérer à s'occuper d'elles deux en parallèle de son travail et des visites à sa femme. Surtout qu'il s'installe à la campagne, mieux, la campagne japonaise, donc niveau tranquillité, ça va quoi. Et ensuite, globalement, l'intrigue ne tourne qu'autour de leur vie quotidienne, et toute la dimension fantastique, déjà n'est pas bien épaisse, hein, ça se résume à Totoro et à ses versions mini ainsi qu'au Chabus. D'ailleurs, vu leur popularité, j'étais assez surpris de voir qu'ils ont genre 3-4 scènes à tout péter
péter. D'autant qu'ils ne sont pas des outils narratifs majeurs, parce que finalement, les deux scènes de rencontre sont juste là pour lancer cette sous-intrigue et souligner son côté improbable. La scène de l'arbre ne sert à rien de plus qu'à être un jeu qui n'apporte rien au personnage vu le contexte, à part la validation de ce côté fantastique, vu que le dernier acte n'arrive qu'après. Et justement, leur apparition dans celui-ci sert finalement juste de Deus Ex Machina. Et aussi, le film suggère largement que ce sont que des inventions de leur part en fait, des amis imaginaires de cette nouvelle vie qu'elles entament. Parce qu'au-delà du coup de l'invisibilité aux yeux des autres, qui est déjà un bon indicateur du fait qu'elles interprètent les aspects cool de la nature comme personnages magiques, la mise en scène appuie à plusieurs moments que ces personnages n'affectent rien d'autre que l'esprit des filles et sont systématiquement présentes quand elles se retrouvent seules. Le film joue clairement sur l'ambiguïté de leur présence et c'est d'autant plus visible qu'ils n'ont pas un rôle de premier plan. Et oui, le fandom Ghibli anti-sans fantasy, un des films que vous acclamez comme étant un des classiques incontournables du studio, ne contient pas plus de fantastique que je peux entendre l'océan. Cependant, même avec cette interprétation en tête, j'arrive pas vraiment à penser l'histoire comme un truc à la Peter Pan 2. Parce que comme j'ai dit, je vois plus en Totoro et en ses compères une sorte de représentation fantasmée des aspects les plus cools de la nature que les filles découvrent. Pas comme un élément qui représenterait ce qui manque à leur personnalité pour devenir des personnages développés. Un truc qui est d'ailleurs confirmé dès le début du film si on regarde bien, vu qu'on voit les filles s'amuser à interpréter de la magie et des fantômes dans tout ce qu'elles voient. Pas vivre une réalité tellement dure qu'elles en viendraient à s'échapper dans leurs rêves. Donc oui, l'histoire, d'un côté comme de l'autre, n'a pas de réel enjeu. Il y a juste un peu de drama au dernier acte pour avoir une excuse de faire une scène d'action, mais les personnages ne surmontent en réalité aucune épreuve. Elles vont juste d'un point A à un point B en stressant un peu et au final tout va bien. Personne n'a besoin de se remettre en question, d'affronter une difficulté ou quoi. Ce sont juste de fausses pistes pour jouer sur notre inquiétude vis-à-vis des personnages qu'on a suivis tout du long. C'est un peu du flat character arc, comme diraient les Américains qui prononcent très mal l'américain. Et cette démarche qui peut passer pour être un peu de l'arnaque fonctionne parce que malgré l'absence d'une intrigue vraiment structurée, on a su rendre intéressant justement tout ce qu'on a vu avant. Déjà avec cette animation, mais aussi la personnalité des persos, qui n'a pas besoin d'être mise à mal pour être appréciable. Mei, qui est l'archétype de la petite fille mignonne qui est sensible aux événements paranormaux, bah elle est mignonne et sensible aux événements paranormaux, en plus d'avoir de bonnes réactions aux événements. Pareil pour Satsuki, qui est la grande sœur responsable et qui est grande et responsable. Bref, pareil pour le père, la mère, la mémé, le love interest, tous les personnages remplissent bien leurs fonctions, sont attachants par leur joie de vivre et touchants dans leurs moments d'intimité. Et en plus de ça, ils sont servis par un rythme et une ambiance impeccable. On passe de situation en situation, de sous-intrigue en passage purement contemplatif, et tout ça avec de bons gags au milieu. Bon, je suis peut-être très biaisé sur les passages contemplatifs, parce que je pourrais regarder un gif du film en boucle pendant 2 heures, mais passons. Et c'est d'ailleurs le parfait exemple pour encore plus expliciter ce que je voulais dire sur Pompoko. Parce que là où le côté cartoon et la légèreté des tanuki est un frein constant au développement de toute intrigue un minimum construite, au point où ils deviennent vite insupportables à tout tourner en dérision, même les situations les plus graves, et que de l'autre côté, le film s'évertue à essayer de placer des enjeux forts sur la situation, ce qui empêche le film d'être une simple comédie à la Astérix, mon voisin Totoro a compris comment créer une ambiance attractive et apaisante, et se permet même de jouer dessus vers la fin pour nous créer un drame qui n'est ni forcé, ni entravé par le ton général. Et j'en ai marre de ce trépied à la con qui me casse les couilles, arrête de bouger, salope! L'ambition du film n'est pas d'être une chorale narrative où des intrigues et enjeux extraordinaires sont servis par des développements et des conflits tout aussi extraordinaires. Mais il veut simplement être une œuvre belle qui pousse les enfants à s'émerveiller devant la nature et les joies simples de la vie dans une époque où cela se perd, afin de les faire profiter de leur regard encore innocent sur le monde, comme le font les voisines de Totoro. D'ailleurs ça se vérifie parce qu'à la base du projet, Miyazaki le voulait beaucoup plus court afin qu'il serve à attirer les enfants dans les salles de cinéma, et ce dans le but d'ensuite les inciter à aller voir le tombeau des Lucioles qui était en chantier au même moment. Et c'est en ça que ce film et ses mascottes ont réussi à ne pas me faire hurler, malgré leur côté tout aussi magique et fantaisiste que ces putains de ratons laveurs. Parce que dans un cas, j'ai eu moi aussi envie de me poser sur leur fourrure pour contempler la valeur d'un quotidien inestimable, et dans le cas des autres, j'ai moi aussi eu envie de brûler leur forêt, raser leurs enfants et violer leur maison pour qu'ils la ferment plus vite. Bon, cela dit, pour finir sur les thématiques, je vais m'arrêter sur une interprétation et une théorie très populaire sur le net, à laquelle je ne crois absolument pas, quitte à me faire des ennemis. Parce qu'en effet, le film faisant de nombreux parallèles religieux dans son déroulé, beaucoup s'y sont amusés à interpréter un sens plus caché. Bon, je ne vais pas la réexposer en entier ici, mais globalement ça consisterait à dire que Totoro et ses compères sont des Shinigami, soit des dieux de la mort / esprits fantomatiques que Satsuki et Mei verraient car elles auraient été contaminées par la maladie de la mer
et serait donc en instance de décès. Et comme je viens de le dire, je crois absolument pas à cette théorie. Déjà parce que Miyazaki aurait lui-même totalement démenti cette interprétation, mais au-delà de ça parce que le film n'appuie pas une seule seconde une ambiance assez dramatique pour que ce soit le cas. Je veux dire, on parle de Ghibli là, ceux qui ont sorti la même année Le Tombeau des Lucioles, donc je pense que si le film avait vraiment voulu partir dans des thématiques aussi sombres, il y serait allé plus à fond dans cette thématique, même si elle était restée en sous-texte. Je veux dire, j'ai rien contre l'idée, hein, même un film qui parlerait plus explicitement de ça serait très intéressant. Mais là pour le coup, j'arrive vraiment pas à voir ça quand je regarde le film, personnellement. Bon, et j'en suis arrivé au bout de ce que je voulais dire. Ah si, je pourrais parler de la VF aussi. Qui est encore une fois une masterpiece cosmique pour changer, avec Charlotte Leclerc sur Mei, a.k.a. la voix récurrente de Minnie Mouse dans les années 2000, mais dont perso j'aime me rappeler comme étant Tania Souriskevitz. Mélanie Laurent sur Satsuki, ce qui est bordel de trop bien, surtout que c'est un de ses premiers rôles tout court, donc rien que ça fait de ce film un monument historique pour le cinéma français, ainsi que Françoise Cadol. Bon, vous avez mon attention maintenant, mais je ne sais pas si j'ai la vôtre. Thierry Ragnaud. Colette, attends. Colette, tu es revenue. Bernard Métro. Alors, ça fait un drôle de choc, hein, petite araignée. Colette Venhard. Dans 18 années. Exactement. Et bordel, même les figurants ont des comédiens trop cool pour les camper. Je veux dire, c'est ouf, il y a même Marine Boireau, que je connais parce que j'ai vu La Revanche de Pinocchio en VF. Et oui, ce film existe, et c'est un film d'horreur sur Pinocchio, et en vrai ça a l'air d'être un plagiat de Chucky complètement con, mais le film est pas si mal, et bordel, pourquoi est-ce que je parle de ça? J'ai d'ailleurs encore pu mettre un headshot à un des personnages avec la fameuse balle du « Mec, je te connais pas, mais t'es joué par Donald Renew, donc je t'aimerai toute ma vie, bisous ». Non, c'est pour grand-mère. Un doublage quasi parfait pour une animation et une bande-son tout aussi parfaite. Reste au final un film techniquement majestueux, surtout à mes yeux, et inoffensif dans son fond. Un film que je suis heureux d'avoir découvert, que je ne peux que conseiller aux quelques resquilleurs qui sont passés à côté, et qui me pousse à acter le fait de faire une vidéo complète sur les courts-métrages Ghibli pour pouvoir vous en reparler. Merci de votre attention, et la prochaine fois ce sera La Colline au Coquelicot. Salut!